on lâche rien même si c'est la fin de l'année. Alors oui, nous allons tenter de répondre à cette question. Le marché a-t-il raison? Alors tout de suite, hein, ça y est, je vous vois venir. Oui, mais Xavier, le marché a toujours raison. Point barre, c'est terminé, hop, fin de la vidéo. C'est bon, on a répondu à la question. Mais nous allons voir ici que, selon les anticipations du marché, aujourd'hui très optimistes, qui les mènent aujourd'hui à des records historiques. Alors certes, des records historiques, bienvenue en cette fin d'année et à l'approche de Noël. Mais ce qui nous mènera à cette question, pourquoi aujourd'hui être méfiant sur les marchés? Alors, banque centrale confiante ou méfiante? Macroéconomie solide ou inquiétante? Quelle est la situation technique aujourd'hui? Quelle stratégie est-ce qu'on met en place? Voilà le beau programme qui nous attend aujourd'hui dans ce débrief hebdo. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, et ce avant la fin de l'année, sachant qu'à la fin de ce débrief, j'aurai un petit message, plutôt deux, à vous partager. Alors tout de suite, commençons par la Réserve fédérale américaine. C'était la dernière réunion de cette année 2023 sous le signe d'une stabilisation des taux directeurs à 5,5%. Et nous avons eu par la suite ce discours de monsieur Jérôme Powell, patron de la Fed, qui a été exceptionnellement long de 9 minutes contre une moyenne de 7 minutes tout au long de ses discours de 2023. Donc il avait quand même beaucoup de choses à dire. Discours qui finalement n'a pas été une grande surprise. Et oui, parce que le chiffre dans l'inflation ressort la veille est ressorti conforme aux attentes, 3,1% sur 12 mois glissants comme attendu, contre 3,2% le mois passé. Et même on a eu le core CPI, lorsqu'on exclut l'alimentation et l'énergie, plus 0,3% au mois de novembre comme prévu. Alors pourquoi pas de surprise? Eh bien parce que la Fed se félicite que l'économie ne se fait pas dérouiller, que l'inflation continue à baisser, puisque je rappelle que l'inflation au mois de juillet 2022, on était quand même à plus de 9% d'inflation, en commençant donc son discours en disant ce qui se passe c'est plutôt pas mal. Mais dans son discours il reste quand même assez méfiant. Il n'a absolument pas annoncé de baisse des taux à venir, quand bien même il a essayé longuement de répondre à une question d'un journaliste qui a dit est-ce que vous allez prévoir de baisser les taux? Il a dit oui, on en a discuté, ça sera forcément la prochaine étape, mais pour le moment on en reste là. Bref, il évite de se mouiller, parce que le problème c'est que s'il commence à annoncer ça, il ne pourra pas revenir en arrière. Et oui, si l'inflation se stabilise trop, voire remonte un petit peu, ça va être un peu plus compliqué. Je rappelle que son objectif c'est inflation 2%, sauf que aujourd'hui là, le marché il anticipe entre 6 et 7 baisses des taux en 2024. On est à 5,5% de taux directeur. Le marché les estime entre 4 et 3,75% en décembre 2024. Et donc, une baisse des taux étant équivalente à 25 points de base, 0,25%, si mes calculs sont bons, ça fait entre 6 et 7. Le compte est bon. Bien entendu, il a quand même envoyé quelques signaux, c'était un peu le projet. Je cite, « Le taux de référence est désormais probablement à son maximum ou proche de son maximum pour ce cycle de resserrement. » Ou encore, la Fed n'attendra pas que l'inflation soit revenue à 2% pour commencer à réduire les taux. Et à côté de ça, ils n'ont pas changé leur anticipation concernant le taux de chômage, qu'ils anticipent à 4,1% en 2024 contre 3,7% aujourd'hui. Et là où il y a eu plutôt un changement, et là clairement c'est plutôt positif, mais en même temps on s'y attendait, au vu des chiffres d'inflation qui étaient conformes à ce qu'on attendait, c'est ce qu'on appelle les dot plots. Chaque membre du FOMC estime où seront les taux directeurs en 2024. On avait d'ailleurs évoqué dimanche dernier dans le débrief hebdo. Et bien forcément, ils les ont revus à la baisse par rapport aux dernières estimations du mois de septembre. On était en moyenne autour des 5%. Aujourd'hui, on est autour des 4,6% en 2024. Mais tu vois là, 4,6% en 2024. Et ben c'est bien au-delà des 3,75 ou des 4% que Price qu'intègre dans ses cours aujourd'hui le marché. Il ne faut donc pas que la Fed traîne à baisser ses taux directeurs au risque de décevoir les marchés. Et c'est donc plutôt ce décalage qui me rend méfiant sur les cours actuels, même si oui, clairement, le marché peut avoir raison d'anticiper autant de baisse des taux pour l'année prochaine. D'ailleurs, la Banque du Brésil, elle a baissé ses taux directeurs. Alors, ils sont quand même bien hauts, puisqu'on est à 11,75% après avoir fait une double baisse des taux. Et sachant que c'est la 4e réunion consécutive qu'ils baissent leur taux directeur de 50 points de base. Donc autant te dire qu'ils étaient quand même
bien perché. Bah oui, l'inflation ralentit et en plus d'ailleurs c'est ce qu'attendaient les marchés. Et donc ça a permis encore à l'indice brésilien, le Bovespa, de continuer à progresser un peu pour atteindre de nouveaux records en clôture journalière. Et complètement à contre-courant, nous avons eu la Norvège qui elle a relevé ses taux directeurs. 25 points de base de plus, ce qui les porte à 4,5% et elle a indiqué en parallèle ne pas prévoir de continuer à les remonter. C'est quand même la 14e hausse des taux depuis novembre 2021. Et là, on a eu également un troisième mouvement. Et tu vois vraiment, déjà au niveau des banques centrales, qu'il y a quand même des stratégies complètement différentes. On a une qui les baisse, l'autre qui les monte, l'autre qui fait rien. Et donc, hormis la Fed qui n'a pas bougé ses taux directeurs, on a également la Banque d'Angleterre qui a laissé ses taux directeurs inchangés à 5,25%. Elle a annoncé également prévoir de ne pas vraiment les bouger, mais surtout de les laisser à ces niveaux-là pendant une période prolongée. Elle est toujours préoccupée par les pressions inflationnistes, qui selon elle devraient rester marquées. Il y a même d'ailleurs 3 membres de cette banque centrale d'Angleterre qui étaient plutôt favorables à relever les taux directeurs de 25 points de base. Ce qui nous donne du coup sur l'indice anglais, le FTSE, un échec sur cette belle zone de résistance, un haut de range to ça y est, je crois qu'on y revient, enfin, je veux dire, toutes les routes mènent à Tsuyutsu. Bref, donc échec sous ces zones de résistance et vous le savez si vous faites partie d'IVT, ça faisait partie notamment du carnet de bord. Et avant de parler de la BCE, oui, parce que ça va nous intéresser, on a eu quand même vendredi tous les PMI, ces sondages réalisés auprès des directeurs d'achat et comme tu le vois ici sur ce magnifique écran et cette magnifique retranscription, que ce soit service manufacturier ou celui des services, ils ont tous été sous les attentes. Voilà, c'est pour ça que tout est rouge. À part le PMI des services aux États-Unis. C'est quand même pas la méga confiance côté entreprise. Prends garde, car la garde garde la garde sur l'inflation. Et oui, la Banque Centrale Européenne, certes, a annoncé la fin de ses rachats d'obligations, a revu à la baisse ses prévisions d'inflation pour l'année prochaine, 2,7%. On était à 3,2% jusqu'à présent. Estimant donc que l'inflation va continuer à baisser, mais à un rythme plus modéré, à cause d'ailleurs des salaires qui maintiennent la hausse et la pression sur les prix. Donc, Lagarde a dit, je cite, et merci d'ailleurs à Christine pour ce jeu de mots, et elle a vraiment dit ça, « Nous ne pensons pas qu'il soit temps de baisser la garde, nous pensons qu'il y a encore du travail à faire. » En ajoutant d'ailleurs qu'ils n'ont absolument pas, entre les membres de la BCE, commencé à discuter, à évoquer une baisse des taux à venir. C'était absolument pas dans le processus de décision. Zéro, walou, que dalle, que chi. Sauf que, oui, non mais il y a un petit sauf que. Et c'est là où justement ça m'interpelle encore peut-être même plus que la Fed qui, elle, éventuellement peut commencer à se permettre de baisser les taux ou l'envisager parce qu'elle a au moins 6 mois d'avance pour ne pas dire un an par rapport à la BCE. C'est que le marché anticipe aujourd'hui, intègre dans ses cours aujourd'hui, non pas une, non pas deux, non pas trois, non pas quatre, non pas cinq, mais 6 baisses des taux en 2024. Sachant que les responsables de la BCE ont dit qu'ils ne reverront pas leurs décisions au moins jusqu'en mars. Aujourd'hui, les marchés estiment à peu près à 58% que la BCE commencera à baisser ses taux au mois de mars pour enchaîner du coup derrière sur 5 baisses des taux jusqu'en décembre. Donc, et c'est vrai, quand je pose la question, est-ce que le marché a raison? C'est pas pour dire est-ce que les marchés ont raison de monter, puisqu'ils montent justement à l'aide de ces anticipations de baisse des taux à venir, puisque le coût de l'argent baisse, ils se projettent, ils intègrent ça dans les cours, et on a des anticipations de baisse d'inflation encore un peu plus poussées que ce qu'on a déjà. Mais du coup, je pose vraiment la question, est-ce que les marchés ne sont pas un poil trop ambitieux par rapport à la réalité de la situation et au discours donc des banques centrales, là en l'occurrence la Banque Centrale Européenne, qui est relativement méfiante, pour ne pas dire prudente, sur l'avenir. Est-ce que vraiment ils vont baisser les taux? Et disons que cette méfiance fondamentale, je la couple d'un point de vue technique avec la situation en termes de timing qu'on a aujourd'hui sur les marchés. On va y revenir, mais parlons d'abord entreprise. Fusion, Cigna, Humana, annulé. Bon, alors désaccord sur le plan financier. Je rappelle qu'on est dans le secteur de l'assurance, puisque après un examen antitrust, ça nous ferait un géant de l'assurance de 140 milliards de dollars. Et on a eu quand même une certaine pression sur les actions Cigna, qui a conduit du coup les entreprises à arrêter toute négociation. Les actionnaires estiment qu'il y a
trop de risques que les accords soient bloqués ou repoussés, que ça dure des années, compte tenu notamment de l'environnement. Oracle, donc là on est dans le domaine de la... C'est quoi, de la voyance? Ah non, c'est la gestion de données, autant pour moi. Eh ben, elle a publié un chiffre d'affaires d'à peu près 13 milliards de dollars, je crois que c'est pour le deuxième trimestre. Alors c'était en hausse, mais c'était inférieur à ce qu'on attendait. Et du coup, Oracle, direct, se fait découper. Ah, c'est un peu moins bon, vas-y, bam. Moins 13%. Adobe, donc là on est dans le domaine alimentaire. Non, pas l'Adobe. Non, dans le domaine digital. Alors là, elle a publié également pour le quatrième trimestre. Et ben, c'était moins bon que prévu en termes de bénéfices par action, même si c'était meilleur en termes de chiffre d'affaires. Un peu plus de 5 milliards de dollars sur le trimestre. Et Costco, voilà, alors là, j'ai pas trouvé de vieux jeux de mots débiles de premier degré complètement nuls. On est tout simplement dans le domaine de la grande distribution, la distribution de gros, en libre service. Ah, pardon. Donc en gros, tu te démerdes, mais tu commandes à fond. Hein. C'était meilleur que prévu pour les ventes, parce qu'il y a de plus en plus de clients qui se tournent dans ces magasins pour ces produits d'épicerie qui sont moins chers, parce que c'est du gros, et des produits de première nécessité. Probablement aussi lié à la hausse des prix de manière générale, lié à l'inflation, donc tu fais plus gaffe, donc voilà, c'est pour ça que tu vas là-bas. Quasiment quand même 58 milliards de dollars sur le trimestre. Et c'était un poil meilleur que ce qu'on attendait. Alors, côté technique, ça fait 2 semaines que je dis, ça part un peu dans tous les sens, oui et non. Je m'explique. Non, ça part pas dans tous les sens, parce que le marché anticipe ces baisses des taux, donc le coût de l'argent devrait diminuer, et vu que le marché se projette en fonction de ces prévisions-là, eh ben, logiquement, ça fait baisser le dollar américain, les taux d'intérêt à long terme, que ce soit aux États-Unis, repassent à nouveau en dessous des 4%, mais également les taux d'intérêt sur le marché obligataire européen, que ce soit en France, en Allemagne et j'en passe. Le VIX, le indice de la peur sur le SP500, lui, on est au plus bas de chez plus bas, donc il n'y a absolument pas de peur du tout. Sachant que, n'oublions pas, on était en panique générale, pour ne pas dire au trou, il y a 1 mois et demi. C'était pas il y a 8 ans, c'était il y a 1 mois et demi. On était au plus bas sur les marchés. Alors on était là en mode oui, il va y avoir de la stagflation, donc c'est-à-dire qu'en gros l'inflation va rester haute, voire va continuer à monter, alors que l'économie va se faire dérouiller parce qu'il y a des taux d'intérêt qui sont super hauts. La hausse des taux en plus a été brutale, super vite. On avait eu d'ailleurs l'histoire des banques là, Silicon Valley Bank, tout ça là. Oh là là, crise systémique bancaire qui arrive, panique générale sur l'immobilier. Ah bah on s'en souvient, c'était il y a pas si longtemps que ça. Et à ce moment-là, la première baisse des taux anticipée par le marché de la part des banques centrales, c'était prévu éventuellement fin d'année 2024. La première. Et ben aujourd'hui, 1 mois et demi plus tard, on en prévoit 6 voire 7 et on est sur des ATH. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et tant mieux d'ailleurs. Tant mieux si voilà, on est toujours dans cette optique d'acheter à long terme. Et ça, c'est très bien. Mais oui, ça part un peu tout de même dans tous les sens. J'en parlais la semaine dernière, j'en parlais même d'ailleurs un peu la semaine d'avant. Déjà, donc on l'a vu parce que les discours des banques centrales sont pas les mêmes partout. La Fed est effectivement optimiste, mais pour le moment, elle n'a pas annoncé prévoir de baisser ses taux directeurs. La BCE est très méfiante, alors que le marché, dans le même temps, anticipe au moins 6 baisses des taux pour l'année prochaine. Les indices américains, alors qu'ils continuent à monter, sans forcément accélérer, mais ils montent ce qu'on appelle un peu en crabe, et qui se retrouvent, du coup, sur des niveaux hebdomadaires importants. Si tu mets tes banques de Bollinger hebdomadaires, tu vois qu'elles sont plates, elles s'ouvrent un peu sur certains indices, mais en gros, en termes de timing, c'est pas là, quoi. En Asie, on a au mieux des indices qui ne baissent pas trop comme le Nikkei. On a le HSI, l'indice chinois, qui lui continue à baisser. On a le CAC et le DAX qui ont pris 15% donc en 1 mois et demi et on peut le lire quasiment en ligne droite. Là, on se retrouve sur des niveaux de résistance qu'on avait vendus d'ailleurs tout l'été. Là, pendant 3 mois, on était dans des micro-ranges. On a vendu ces mêmes zones de résistance. L'indice anglais, l'indice FTSE, donc lui, qui est toujours dans un range, qui a échoué lui aussi sous cette zone de résistance. Tout comme l'indice espagnol, l'indice IBEX, qui lui s'est envolé. Il a rallié une grosse zone de résistance. On voit que là, commence un peu à... On peut pas sprinter sur 10 bancs comme ça pendant 40 minutes. Petite analogie à... You're not afraid of having a fucked up body. You're afraid of fucking effort. Vous avez compris. Donc oui, effectivement, ça part un peu dans tous les sens quand même. Alors, attention, je mesure bien évidemment mes propos et je suis le premier à le dire, ce n'est pas parce que ça a beaucoup monté qu'il y a plus de chances que ça baisse, et réciproquement. Mais j'estime que le gros du positif
possible pour 2024 a été intégré dans les cours. Que le timing d'achat aujourd'hui n'est pas idéal, même si, encore une fois, il n'y a pas de rupture de ce que j'appelle des polarités. En fait, ce sont ces points de repère en dessous ou au-dessus desquels on a une casquette, une ligne directrice et on s'y tient. C'est-à-dire tout simplement qu'on n'a pas de signaux baissiers, même à court terme. Ce que j'appelle le court terme, c'est du daily, je parle pas sur du 5 minutes, on est bien d'accord. Et donc, le fait qu'on n'ait pas rompu pour le moment ces niveaux de polarité qu'on relève progressivement, eh ben, ça nous incite à surtout ne pas être à la vente de manière massive. Et ça, c'est une erreur surtout à ne pas faire. C'est pour ça que je vous disais depuis 2 semaines, arrêtez de chercher et de travailler à l'achat, après avoir quand même accompagné ce mouvement aussi quand même pendant des semaines, et d'avoir donc depuis 2 semaines initié cette casquette LO. Elles sont quand même pas mal ces casquettes, je trouve moi. Initié donc depuis 2 semaines cette casquette bleue. Et ce, avec Rodolphe sur le marché au sens large, et malgré peut-être cette frustration de se dire ouais, je suis pas à l'achat, mais ça continue quand même à monter sur certains indices. Donc, c'est un peu relou. Alors, surtout aux États-Unis, tu vois, ça continue à monter progressivement. En CRAD, il n'y a absolument aucune bougie rouge. Mais encore une fois, faut être sur les bons indices parce que tu prends les indices HSI, Nikkei, éventuellement, effectivement, les indices européens vont essayer de suivre, essayent de suivre les indices américains, mais il faut être quand même sur les bons. Et donc, dans cette optique-là, je vous disais déjà dimanche dernier, travailler les faibles. Donc les faibles, on avait le Nikkei, d'ailleurs c'est encore le cas aujourd'hui, le Nasdaq sur lequel j'ai pris 400 points en intraday, donc sur des petits objectifs, objectif plus 100 points, plus 200 points, et donc travailler plutôt des indices faibles avec des tailles de position mesurées, puisque pour le moment, le marché me donne pas raison et ne baisse pas. On a pris donc accessoirement 1000 points sur le Nikkei à la vente, et ça c'était il y a 2 semaines. Cette semaine, au travers notamment de cette complémentarité, j'ai envie de dire naturelle qu'on a avec Rodolphe, vous le savez, moi j'ai simplement vendu le CAC et j'ai attendu. Alors j'ai vendu le CAC, pourquoi? Parce que je commençais à avoir des tout petits signaux de faiblesse, on est sur ma zone de vente que j'avais préparée il y a 3-4 semaines, de manière light pour le moment. Je divise mes positions, notamment aujourd'hui, à la vente oui, mais sur un tiers de la position pleine que je m'autorise sur un plan swing. Et donc, j'ai attendu toute la semaine qu'il fasse quelque chose. Autant te dire que il n'a pas fait grand-chose. Et lui, Rodolphe, il a travaillé plus activement l'indice DAX, ce qui nous permet finalement en cette fin d'année, je dois vous l'avouer, je sais pas vous d'ailleurs ce que vous en pensez, mais plutôt fatigante en termes de volatilité. Et donc, c'est un peu l'avantage comme ça quand on travaille en équipe, c'est d'avoir cette complémentarité. Salut tout le monde, salut Xav, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant tout, oui, fin d'année, souvent en fin d'année, la fatigue peut l'emporter et l'emporte actuellement. Une grosse année de combat, une grosse année de trading, une grosse année d'investissement, c'est légitime, c'est normal, surtout quand cette fin d'année, on le note bien. On a une absence totale de volatilité. On a des marchés haussiers crabologiques. Comme je vous le disais dans le dernier débrief hebdo où je suis intervenu, casquette verte finalement qui l'emporte. Faut pas le nier, qui l'emporte sur la casquette bleue, la casquette rouge, notamment aux US sur les indices américains. Bravo à celles et ceux qui sont à l'achat sur ces marchés américains qui n'en finissent plus de monter. Je suis assez d'accord que c'est un peu la fin d'année, que les attentes, notamment concernant les baisses de taux, sont un peu excessives. Tout ça n'est pas très constructif. Il y a peu de volume, c'est ce qu'on appelle un peu une montée en crabe, mais on peut pas le nier. Aux US, autant d'habitude, on dit qu'on descend via l'ascenseur et qu'on monte via les escaliers. Là, c'est plutôt l'inverse qui se produit depuis quelques temps avec, on peut pas le nier, une montée via l'ascenseur. Pour ma part, clairement, rapidement, je me suis focalisé et je pense que c'est ça la clé actuellement, c'est d'éviter de se diversifier trop, d'aller là où l'action se passe. Vous l'avez compris, l'action, elle se passe actuellement plus sur les cryptos. Je vous en avais déjà parlé. On a pu faire des reprises, notamment sur des cryptos comme AR, des reprises magnifiques. On a ING qui continue. Bref, peu importe. Le but, c'est pas de dire ce qui a marché ou pas marché, mais avant tout, de dire que l'action se passe en ce moment actuellement plus sur les crypto-monnaies. Donc, on en revient à nos indices. Donc pour ma part, comme je vous le disais, j'estime et je pense qu'actuellement, quand on est dans un marché comme ça, avec une absence de volatilité en fin d'année, proche des fêtes, il faut faire attention, il faut éviter de se diversifier et éviter d'aller trop sur tous les indices, notamment les indices forts, les indices américains, c'est piégeur. Et donc pour ma part, je me suis focalisé sur le DAX et je vais me focaliser pour cette fin d'année, quand bien même si je suis là, notamment pour mon plan sur le DAX. Pourquoi? Tout simplement parce que, incroyable mais vrai,
on évolue désormais sur la borne haute du porte-voix journalier qui nous aura finalement bercé toute l'année, qui m'a permis de faire des mouvements complètement hallucinants pour ma part. Et qui l'aurait cru qu'à 14 007, on était capable de remonter pratiquement 2300 points plus haut, puisqu'on a désactivé les 17 000 points, tout simplement pour revenir sur cette borne haute du porte-voix journalier. Donc pour ma part, voilà, je me concentre plutôt en casquette bleue, même plutôt en casquette rouge, ça peut paraître surprenant, mais voilà, je fais confiance à ce porte-voix journalier, à le haut de cette porte-voix, la borne est sur 16 900, 17 000, on peut faire un excès au-dessus pour retomber dedans, d'accord? Mais en l'absence de volatilité, en l'absence d'éléments majeurs qui me permettent de prendre une décision importante, je préfère pour ma part me concentrer sur l'indice DAX et sur ce haut de porte-voix journalier sur le DAX. Voilà, donc pour ma part, plutôt comme je l'ai fait cette semaine, je vais continuer de travailler le DAX qui est plutôt le plus faible actuellement après avoir subi des semaines de hausse, plutôt travailler et continuer de travailler ce DAX à la baisse sur le haut de ce porte-voix journalier. Notamment aussi, on a des grosses capis comme Siemens, comme SAP qui sont désormais arrivés sur leur plus haut historique, même si SAP a fait des plus hauts historiques, mais on voit bien qu'elle commence quand même à se fragiliser. Siemens, pareil, en situation de double top sur ses plus hauts histo. Donc, pour ma part, je ne vais pas multiplier les lignes, je ne vais pas multiplier les investissements, je ne vais pas multiplier les engagements et je vais plutôt rester sur une fin d'année dans le calme avec une casquette plutôt bleue, mais en me concentrant sur l'indice faible actuellement qui est plutôt le DAX. Attention, faiblesse relative, il est pas faible du tout puisque la tendance reste très haussière, mais j'estime qu'il est arrivé sur un endroit stratégique haut de cette borne de porte-voix après m'avoir donné tant d'opportunités toute l'année à osciller entre le bas et le haut. Voilà. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous de très très bons préparatifs de fêtes de fin d'année, de fêtes de Noël, etc., etc. Et je vous embrasse bien fort. Merci Xav, merci FT, merci le débrief hebdo, merci la communauté et merci à toutes et à tous pour votre présence, votre participation et tous vos messages. Je vous embrasse, merci. Donc aujourd'hui, je le répète, il n'y a absolument aucun signal baissier sur les marchés. Je vous donne ici quelques zones clés. Ce sont des niveaux d'alerte sous lesquels je commence à avoir des alertes du coup d'alerte baissière, de signaux baissiers, en tout cas des prémices, parce que tout simplement aujourd'hui, voilà, je vous le dis encore une fois, il faut tout à fait me tromper, je reste à l'écart d'initiatives acheteuses aujourd'hui sur les indices. Et même si ça continue à monter, tant pis. Donc vendeur, oui, mais comme je le disais il y a 2 semaines, de manière très ciblée. Cette semaine par exemple, vous avez pu probablement, si vous faites partie d'IVT, travailler à la vente aussi le DAX plus activement et surtout de manière light parce qu'il n'y a pas de signaux baissiers forts. Je crois que ça fait à peu près 15 fois que je le dis depuis le début. Donc voilà, faut surtout vraiment l'erreur à ne pas faire, c'est s'embarquer en mode contre-tendance en accumulant les positions vendeuses, en accumulant et en se faisant déborder si ça continue parce que ça peut continuer. Parce que je rappelle qu'on charbonne quand le marché nous donne raison sur une stratégie qu'on a définie, une ligne directrice. Si cette ligne directrice et cette stratégie ne nous donnent pas raison parce que le marché ne va pas dans ce sens-là, c'est pas là qu'il faut renforcer. Donc cette semaine, on a eu beaucoup d'ATH, de nouveaux records historiques qui ont été faits, que ce soit sur le Dow Jones, sur le CAC 40, en intégrant les dividendes ou même en les excluant. Et ça, c'est lié, c'est aidé bien évidemment des pondérations, parce que je rappelle que les indices sont composés d'actions, des grosses pondérations. On a SAP par exemple parmi le DAX, on a Siemens ou encore Apple qui ont bourré. On a également eu des nouveaux records historiques, donc l'indice brésilien, je le disais, le Bovespa, mais aussi en Inde et aussi au Pakistan. Alors après une hausse ininterrompue qu'on a eue sur le marché des cryptos pendant des semaines, une pause s'impose. Pour le moment, il n'y a rien d'inquiétant, absolument pas. Tant qu'on tient les moyennes mobiles et ça nous permet d'avoir ces points de repère de tendance, moyenne mobile à 20 jours notamment, ça ce sont des points de repère vraiment à très court terme. Déjà, tant qu'on passe pas là en dessous, pas de signal de faiblesse. Qui d'ailleurs, je rappelle, on en avait parlé, qui était plutôt des niveaux d'achat si on revenait sur ces moyennes mobiles à 20 jours. Et d'ailleurs, le Bitcoin cette semaine, il l'a fait parfaitement sur les 40 800 $. Et ce sont donc des niveaux d'achat à court terme pour ce qu'on appelle la gestion active. On ne parle pas du long terme sur des unités de temps hebdomadaires, mensuelles, où on vise du coup The Moon quoi. Donc je le disais, ça a bien réagi sur cette MM20 Daily et ça a bien réagi sur cette MM20 Daily. Pourquoi on est revenu sur cette MM20 Daily? Parce que lundi, on s'est mangé une bougie rouge, mais alors c'était la catastrophe. Alors c'est la catastrophe,
si tu es en effet de levier à fond. Et c'est ce que je vous disais, c'était une évidence à un moment donné que ça allait arriver. On en avait d'ailleurs parlé en live sur Twitch, je crois que c'était mardi ou mercredi. On a progressivement, plus le marché monte en fait, et plus on a des acheteurs qui reviennent à l'achat, qui renforcent, mais avec des leviers monstrueux. Mais c'est pas du 20 ou du 50. Là, on est sur du 100 ou du 200. C'est-à-dire qu'avec 1000 euros ou 1000 dollars, tu n'investis pas 1000, pas 10 000, mais avec ces 1000, tu as investi 100 000 ou 200 000. Donc forcément, dès que ça consolide un petit peu et que tu as investi sur 200 000, dès que tu t'approches de moins 1000 dollars par rapport à ces 200 000, je suis en train de m'embrouiller du coup, tu passes de 200 000 à 199 000, et ben là, le broker, qu'est-ce qu'il fait? Bam, il te liquide. Bah parce que tu n'as plus de sous sur le compte, tu n'avais mis que 1000. Donc c'est pour ça que derrière on a des liquidations, ce qui entraîne des ventes sur le marché, ce qui entraîne le voisin qui lui aussi est en effet de levier, le voisin, et ça nous donne quoi? 8% de baisse sur le Bitcoin. Juste lundi, 500 millions de dollars de positions à l'achat qui ont été liquidées. Alors on était à 426 je crois, mais j'ai arrondi à 500 pour le sport. 500 millions de dollars sur une journée liquidés à l'achat. Alors sur l'ensemble du marché des cryptos, sur le Bitcoin, on était à 126 millions de dollars liquidés sur la journée parce que il commence à perdre 1 ou 2%. Donc derrière, finalement, il en a perdu 8. Et qu'est-ce que ça a fait? On est revenu sur la MM20 Daily. MM20 Daily haussière, pendant qu'il y en a qui se font dérouiller le compte, et ben c'est à ce moment-là justement qu'il faut privilégier les achats et on a une réaction technique là-dessus. Donc globalement, pour le moment, on a une petite consolidation latérale avec un peu plus de volatilité, mais ça, faut vraiment partir du principe que d'ici la fin de l'année, on va avoir de plus en plus, en tout cas c'est mon avis, je pense qu'on va avoir de plus en plus ces périodes de volatilité. Parce que là, les effets de levier, ça commence à devenir un peu trop monstrueux, ça part en ligne droite, et je crois que les gens oublient qu'à un moment donné, le marché, il peut consolider un peu. On a l'impression que ça y est, il n'y a plus rien qui peut nous arriver. Avec tout ce qu'on a vécu en 2022-2021, enfin surtout 2022 en fait, parce que 2021 c'était The Moon. Bref, toujours dans une tendance primaire haussière sur le Bitcoin, tant qu'on tiendra grosso modo les 40 000 dollars, ça va, il n'y a pas de panique. Si on commence à s'installer là en dessous, il viendra un petit peu plus compliqué. Et même chose sur l'Ether, alors qu'il sous-performe toujours le Bitcoin, il a traversé son plafond d'air au-delà des 2100 dollars. Mais on voit que c'est quand même poussif, et je le disais déjà il y a 2 semaines. Moi, 2100 dollars, je suis quand même pas méga chaud pour le moment de le payer. En tout cas, de le repayer, parce que je suis déjà à l'achat, mais j'avais allégé les positions que j'avais achetées en bas. Bref, renforcer maintenant, je suis pas vraiment à l'aise. Sachant qu'en plus, si on regarde Bitcoin, il est au milieu du peloton des 50 plus grosses cryptos au monde en termes de performance depuis un mois. Donc, il y en a des fortes, encore plus fortes que le Bitcoin. Et l'Ether, lui, il est dans le tiers derrière le peloton. On voit qu'il sous-performe le Bitcoin et il sous-performe beaucoup de crypto. Donc attention, on achète les fortes, on met les fortes dans notre équipe, les faibles, on les met un peu de côté. Et voilà, et on fait un peu son tri tous les jours. Alors dans les fortes, on en a déjà parlé depuis des semaines, on en parle toutes les semaines, notamment INJ qui a encore surperformé, Storj, et on peut avoir quand même des pauses. On avait parlé de Joe à 2 reprises pendant 2 semaines. Joe, à chaque fois qu'il revenait sur sa MM20, bam, elle en remettait une. Là, on voit qu'il y a une pause qui est en train de s'installer. Donc voilà, je reste plutôt méfiant cette fin d'année. Ça a été très mouvementé. C'est ce qui est en train de se passer, on en avait parlé. C'est très positif, ce changement de psychologie à moyen, voire à long terme qui est en train de s'opérer de manière générale, mais on peut avoir quand même des replis assez conséquents, des spikes, des situations de faiblesse, voire à un moment donné des mouvements de panique, même si c'est en intraday, liés à des expositions trop importantes. Ça, malheureusement, on ne pourra rien y faire. Donc, je suis pas certain que ce soit vraiment le moment de faire all-in et encore moins de se mettre en levier max. Plutôt achat sur repli, pendant que ceux qui se font liquider, se font liquider. Et donc, on va regarder plutôt les moyennes mobiles à 20 jours, celles qui sont haussières, et les moyennes mobiles à 50 jours dans un second temps. Et dès qu'on revient là-dessus, hop, on prend les fortes et on peut justement mettre des tickets à ce moment-là. Et dès que ça remonte, on allège, on sécurise, on laisse courir le reste. Et vraiment, c'est la stratégie à privilégier, je pense, en cette fin d'année. Semaine prochaine, rendez-vous avec le PCE. Et oui, à nouveau, le chiffre d'inflation mieux pondéré que le CPI aux États-Unis. Donc, semaine prochaine sera très important également. Et je voulais terminer ce débrief hebdo en vous disant 2 choses. La première, si vous aviez l'intention de nous rejoindre sur IVT, il y a une petite offre de Noël. Si vous voulez nous rejoindre avant, je crois que c'est le 26 décembre à minuit. Si ça vous intéresse de nous rejoindre et de bien commencer l'année 2024, c'est le bon moment. La deuxième chose, c'est que je voulais vous remercier infiniment pour cette année 2023, de tout ce qu'on a partagé, des presque 50 000 abonnés que vous êtes, de tous les likes, les milliers de pouces vers le haut que vous avez lâchés, en grand merci de votre soutien, des dizaines d'heures qu'on a passées ensemble,
Bah oui, hein. Alors, il y a eu des moments parfois très joyeux, des moments difficiles, mais on a toujours été là, et c'est ça le plus important, c'est de ne pas lâcher, de continuer à persévérer avec discipline. Donc on a fait en sorte de partager notre expérience pour peut-être donner des petits tips sans avoir la prétention, encore une fois avec humilité, de absolument pas donner de leçons. C'est vraiment pas ça le projet, mais c'est peut-être essayer de partager, encore une fois, c'est la réalité finalement du terrain sur le marché, sur l'investissement, sur le trading, sur cette vision qu'on peut avoir large, et j'espère peut-être vous avoir donné des idées le plus positivement possible et constructivement. Donc voilà, c'est grâce à vous si je continue ce débrief hebdo. Je crois qu'on a commencé il y a 3 ans, non, à chaque fois j'oublie la date, mais je crois qu'on a à peu près autour de 3 ans, tous les dimanches, sans relâche. Un grand merci à FT qui me supporte et qui supporte tout le montage, qui est parti de zéro. Je rappelle, il y a 3 ans, il connaissait que dalle. Franchement, maintenant, il fait des trucs de ouf. Un grand merci à toi, frérot. Parce que faut pas oublier, hein, parce que certains disent ouais, mais le débrief hebdo, t'oublies déjà tes trucs. Les gars, ils passent le vendredi soir et tout le samedi pour faire le montage du débrief hebdo. Donc il y a quand même un peu de taf derrière. Merci à mon autre frérot, Rodolphe, qui est aujourd'hui bien plus qu'un associé, qu'un ami, avec qui, du coup, on essaye ensemble de level up un peu tous ceux qui nous entourent, et de nous-mêmes d'ailleurs, de se tirer vers le haut, comme on le voit en cette fin d'année. Bah voilà, cette complémentarité et tout, c'est vraiment un gros kiff. Donc merci Rod, et bravo tout ce que tu fais, tout ce que tu partages encore depuis des années sans relâche. À Charles qui m'aide énormément à la préparation de ce débrief hebdo systématiquement, merci. Et bien évidemment à chacun d'entre vous, l'ensemble des coachs IVT, l'ensemble de ceux qui font partie de la communauté, de ceux qui n'en font pas partie, même peut-être même parfois des trolls qui m'aident justement à me dire mais pourquoi tu fais ça? Vas-y, continue et tout. Bref, un grand merci. Je sais que c'est un peu long, ça semble un peu relou, mais enfin, je pense sincèrement à tous ceux donc, chacun d'entre vous qui partagez, qui me soutenez, qui écrivez. Un petit rien, ça peut changer vraiment les choses. Alors, la question, the real question is 2024. On continue?